dans cette toute nouvelle vidéo. Après de longs mois, donc je reviens vers vous pour vous parler de l'ensemble ordonné des nombres réels. Parce que oui, bien que R ce soit un ensemble classique qu'on manipule facilement depuis le lycée voire avant, en réalité l'ensemble des nombres réels, c'est un ensemble qu'on qualifie d'ordonné, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi, et surtout qui prend des propriétés assez pertinentes en fait, dès qu'on va pouvoir raisonner en termes ensemblistes et que dans les ensembles, on a des nombres réels. Ok. Alors, du coup, petit tour d'horizon sur les ensembles de nombres qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Alors, on va commencer par l'ensemble de nombres que vous avez côtoyé depuis votre tendre enfance. En fait, c'est l'ensemble des nombres qui permettent de compter, dénombrer des individus, des quantités. Et cet ensemble-là, il est très simple, c'est l'ensemble des entiers naturels, qu'on note grand N, comme ceci. Donc, vous avez tous les nombres entiers naturels que vous connaissez, 16, 0, moins 4, enfin, plus 4 plutôt, 27 millions, en tout cas, tout ce genre de nombres, c'est ce qu'on appelle les entiers naturels. Après, en cinquième, pour vous l'introduire, on a dû vous dire dans la vie que des fois, on peut dénombrer des choses et on aimerait bien dénombrer des choses, mais de manière négative, vous voyez, pour, par exemple, compter quand on fait des échanges, combien qu'on doit, ou encore avec la température, par moment, on aimerait bien caractériser, ok, il fait 0 degré, mais on aimerait caractériser physiquement qu'est-ce qui se passe en dessous de 0. Et quand on va en dessous de 0, on va parler de l'ensemble des entiers relatifs. En fait, en clair, l'ensemble des entiers relatifs, c'est exactement l'ensemble des entiers naturels auxquels on va munir les opposés. Ok. Donc on a 4, moins 72, moins 16, et également les entiers naturels. Ok. Alors déjà, première remarque, je le mettrai à la toute fin d'ailleurs, quand on aura fait le tour des ensembles. Mais du coup, première remarque qu'on peut se faire, c'est qu'en fait, l'ensemble des entiers naturels, il est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. C'est pour ça que le diagramme, il est fait comme ça d'ailleurs. Ok, c'est parce qu'on a une inclusion d'ensemble, c'est-à-dire qu'on peut, de ce fait, on peut dire que tout entier naturel, c'est également un entier relatif. Par contre, attention, mise en garde, il y a seulement une inclusion qui est vraie. L'autre inclusion n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que tout entier relatif est entier naturel. Je vous prends mon 4 tout de suite. Mon 4, c'est bien entier relatif, mais il n'est pas naturel parce que, tout simplement, tu vas pas dire j'ai mon 4 bonbons, toi. Tu vas pas dénombrer des choses de manière négative. Ok, de manière naturelle en tout cas. Bon, alors, après, on étend un petit peu les ensembles, et on a dû vous apprendre qu'il existe l'ensemble des nombres décimaux. Ok, donc l'ensemble des nombres décimaux, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme de la manière suivante, c'est-à-dire le rapport de l'entier relatif par une puissance de 10. Ok, donc typiquement, moins 6,4. Donc on peut l'écrire comme moins 64, qui est un entier relatif, divisé par une puissance de 10, en l'occurrence qui est 10. Ok, 0,03. On peut l'écrire également comme 3 divisé par 100. Ok, donc l'ensemble des nombres décimaux, c'est l'ensemble pour lequel les nombres s'écrivent de la manière suivante, c'est-à-dire un entier relatif divisé par une puissance de 10. Ok, et quand je définis comme ça l'ensemble des nombres décimaux, en réalité, il n'y a pas d'erreur, puisque l'ensemble des puissances de 10, elles ne sont jamais nulles. Ok, au pire, ça vaut 1 ou un nombre très petit, mais ce sera jamais nul. Ok. Bon, après, derrière, on va définir ce qu'on appelle l'ensemble des fractions. Ok, ou nombres rationnels, qu'on note Q. L'ensemble des nombres rationnels, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme rapport de deux entiers relatifs, dont le dénominateur est non nul. Ok. Alors, en réalité, si on veut raffiner un petit peu, on peut aussi dire que l'ensemble des entiers des nombres rationnels, c'est un ensemble pour lequel on va pouvoir écrire les nombres de la manière suivante, c'est-à-dire un entier relatif divisé par un entier naturel non nul. Ok, c'est aussi une autre manière de le dire. Typiquement, moins 7 douzième, vous voyez, ou 5 sur 186. Ok, ceci, donc ces deux éléments-là que je vous ai écrits, ce sont des nombres rationnels, ou bien des fractions. Et enfin, notre ami qui va nous entourer durant la vidéo, c'est l'ensemble des nombres réels. Ok, donc l'ensemble des nombres réels, ça regroupe aussi bien les nombres réels, enfin les nombres rationnels, ok, et les irrationnels. En clair, ce sont l'ensemble des nombres que l'on peut représenter sur une droite. Ok. Et justement, je vous ai parlé d'une droite. Mais intuitivement, quand vous placez des nombres sur une droite, c'est qu'intuitivement, il y a une idée d'ordre. Et non, il y a une idée comme quoi on peut
organiser les nombres dans un certain ordre, dire lequel est plus grand, lequel est plus petit, si deux nombres sont égaux ou pas. Et bah, c'est en ça qu'on va dire que l'ensemble des nombres réels, c'est un ensemble ordonné, ok, puisqu'il est muni d'une relation qualifiée d'ordre, ok. Une relation d'ordre mène tout à. Alors, on va définir un peu tous ces termes-là. Bon, alors, maintenant qu'on a mis un peu toutes ces choses au clair, on va expliquer ce que ça veut dire concrètement que l'ensemble des nombres réels, c'est un ensemble qui est muni d'une relation d'ordre. Alors déjà, concrètement, c'est quoi la relation d'ordre? Bah, la relation d'ordre, c'est tout simplement la relation de comparaison usuelle que vous utilisez tous les jours. Donc, quand je dis comparaison usuelle, c'est comparaison large, ok? Donc, petit ou égal ou supérieur ou égal, ok? Et donc, cette relation d'ordre, qui est caractéristique de l'ensemble des réels, elle va vérifier un certain nombre de propriétés. Tout d'abord, on a la propriété de réflexivité. C'est-à-dire qu'en clair, si je prends n'importe quel nombre réel, et bah, je peux dire que ce nombre réel A est inférieur ou égal à lui-même. Ok? Ça, j'ai le droit de le dire. Et c'est le égal, justement, qui permet de le dire. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans quelques minutes. Pourquoi que c'est important d'avoir ce égal. Enfin, déjà, c'est hyper important pour la propriété réflexivité. Et c'est aussi important, du coup, pour qualifier la relation d'ordre d'une manière un petit peu particulière. Ensuite, deuxième propriété de cette relation d'ordre, qui est la relation de comparaison large, qui vérifie l'ensemble des nombres réels, c'est la relation de transitivité. Vous avez cette fameuse propriété que j'utilise tout le temps dans mes récurrences, pour dire, ouais, bah, si j'ai un nombre qui est plus petit, j'ai un nombre A qui est plus petit qu'un nombre B, et que ce nombre B, il est plus petit que le nombre C, ah bah, bizarrement, A, il est plus petit que C. Ok? Donc, pour A, B, C, à chaque fois, des nombres réels. Et enfin, on a la propriété d'antisymétrie. Alors là, cette propriété, elle est bangerissime, elle est magnifique, cette propriété. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit que si vous prenez deux nombres réels, A et B, et que vous dites que vous arrivez à montrer que A est inférieur à B, et qu'en même temps B est inférieur ou égal à A, dans ce cas-là, A égale B. Ça, c'est magnifique, parce que ça veut dire que ça nous donne une nouvelle technique, désormais, pour démontrer des égalités entre nombres réels, ok? Et c'est vraiment très très parfait, ok? Et justement, pour revenir sur le fait que le inférieur égal ou supérieur égal est hyper important, ben en fait, c'est pour, j'ai envie de dire, l'ensemble des propriétés que je vous ai citées. En particulier, la 1 et la 3. Ok? Déjà, bah, si on était sur une relation d'ordre, bah, inférieur strict ou supérieur strict, bah, on n'a plus la propriété de réflexivité n'est plus vraie. Ok? Vous pouvez plus dire que tout nombre est strictement inférieur à lui-même. Ça n'a pas de sens. Ok? De même pour l'antisymétrie, bah, en réalité, dire que A strictement inférieur à B et B strictement inférieur à A, bah, disons que ça n'a pas trop de sens, vous voyez. On n'aurait pas facilement l'égalité. Et du moins, bah, l'égalité que je vous ai dite là, elle n'a pas de sens. Vous pouvez pas avoir un nombre qui est strictement inférieur à lui-même, enfin, un nombre A qui est strictement inférieur à B, et en même temps, un nombre B qui est strictement inférieur à A. Vous voyez, ça n'a pas trop de sens. Et en fait, c'est pour ça que, bah, l'inférieur ou égal, ou supérieur égal, il est hyper important ici pour, bah, définir tout simplement la relation d'ordre sur R, ok? Et on va même la qualifier de manière particulière comme totale, parce que c'est avec cette relation d'ordre, donc inférieur égal ou supérieur égal, qu'on peut comparer comme ça tous les nombres réels, ok? Et donc, bah, finalement, on revient à l'idée de droite, ok? Quand on place des nombres sur une droite, bah, il y a une idée quand même de, je les range par ordre, ok? Et bah, on les range par ordre à cause de cette relation d'ordre, ok? Alors, maintenant qu'on a une idée de comment que les réels ils sont rangés, il va falloir qu'on redéfinisse proprement, plus ou moins, ce que c'est qu'un intervalle, ok? Et on va revoir les différentes formes d'intervalle. Vous allez vous dire, ouais, mais mon ref, en un seconde ou c'est comment? Alors déjà, un intervalle, pour commencer, c'est une partie du R, ok? En effet, parce que si vous prenez un intervalle, bah, cet intervalle, il est inclus dans R. Donc on dit que c'est une partie de R. Et c'est une partie de R qui va vérifier un certain nombre de propriétés, qui va vérifier que si vous avez en fait un nombre qui est dans l'intervalle, donc un nombre x par exemple qui est dans l'intervalle, bah en fait ça veut dire que x il est plus grand ou égal bah, au minimum du nombre réel qui peut être dans l'intervalle, et il est inférieur ou égal au maximum ou à la bande supérieure, on verra la différence tout à l'heure, du nombre qui peut être dans l'intervalle, ok? Bon, et pour flex un petit peu, comme ça vous pourrez vous la péter dans une soirée, on dit, et on verra en deuxième année, qu'un intervalle est un convexe. Ok? C'est-à-dire qu'en gros, tout nombre qui est dans l'intervalle
et bah, si vous faites, si vous prenez deux nombres qui sont dans l'intervalle et que vous faites une combinaison linéaire, et bah, de ces deux nombres-là, avec des scalaires compris entre 0 et 1, bah, en gros, ça reste dans l'intervalle, ok? Donc voilà la définition plus ou moins rigoureuse de ce que c'est qu'un intervalle. Donc, en général, c'est un intervalle de R. C'est une partie de R, du coup, qui vérifie le fait que si vous avez deux nombres qui sont déjà dans l'intervalle, bah, et que vous avez un nombre A qui est compris entre les deux nombres X, Y, alors nécessairement, le nombre A est dans I. Alors, ces propriétés-là, en vérité, c'est ce que j'ai qualifié tout à l'heure de la convexité. Ok, c'est ce qu'on appelle aussi le fait qu'un intervalle est un convexe. Et donc, on a différentes formes d'intervalles. Tout d'abord, on a les intervalles fermés. Donc, les intervalles fermés, normalement, il a été vu, c'est des intervalles de la forme AB, comme ça. Ensuite, on a les intervalles semi-ouverts. Alors, on va commencer semi-ouvert à gauche. Donc, c'est-à-dire de cette forme-là. C'est-à-dire, c'est fermé à droite, mais c'est ouvert à gauche. Et on a semi-ouvert à droite. Donc là, c'est fermé à gauche et c'est ouvert à droite. Après, on a également les intervalles ouverts. Donc les intervalles ouverts, bah, c'est tous les intervalles de cette forme-là. Ok, c'est ouvert à gauche et c'est ouvert à droite. Ok. Après, on a également, bah, bien évidemment, l'ensemble. On a également donc l'ensemble vide, ok, ce qu'on appelle les intervalles triviaux. Donc les intervalles triviaux, bah, par exemple, on a l'ensemble vide qu'on peut considérer comme un intervalle. Et parmi les intervalles, on peut considérer R comme un intervalle, ok. Et également, donc on peut considérer ceci comme un intervalle. 0 plus infini, c'est un intervalle. C'est un intervalle ouvert. Et en fait, la petite définition que je vais ajouter à la suite de ça, on peut prolonger R, ok. On peut prolonger R, et donc on va plus parler de R quand on prolonge R. On peut prolonger R, mais pas n'importe comment. En fait, on va prolonger R de sorte à ajouter plus et moins l'infini. Et donc, on va appeler droite achevée de R, qu'on note R bar, l'intervalle de la forme suivante. C'est-à-dire l'intervalle fermé à gauche et à droite, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ok. On appelle droite achevée de R. Donc, que l'on note de la manière suivante, R bar, l'ensemble suivant, c'est-à-dire l'ensemble R bar, qui est égal à l'intervalle fermé, moins l'infini, plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, je prends R, auquel je vais ajouter moins l'infini et plus l'infini. Donc là, le fait d'ajouter, on verra ça dans un chapitre ultérieur, alors, en logique du coup, en logique et en ensemble. Mais le fait d'ajouter comme ça des ensembles, c'est une union en général. Ok, bravo. Alors, on a parlé de droite achevée de R, on a parlé d'intervalle. Donc la suite logique, c'est de pouvoir parler, revenir notamment sur les relations de comparaison. Ok. En effet, on a parlé au début de la vidéo que R, c'est un ensemble qui est muni d'une relation de comparaison large totale. Ok, c'est-à-dire on peut comparer tout réel de R. Et donc, ça nous est très utile puisque ça nous permet de manipuler assez facilement les inégalités. Ok. Mais pour manipuler des inégalités, il va quand même nous falloir quelques règles que je vais rappeler parce que normalement c'est déjà vu en fait en classe de seconde. Ok. Donc là, on va rappeler rapidement les opérations qu'on peut faire sur les inégalités. Vous allez vous dire, ouais, en seconde. Ouais, mais je vous promets que le nombre de fois où vous aurez envie d'écrire des arnaques mathématiques, croyez-moi que le fait de se rappeler de ça, ça sauve. Donc tout d'abord, on a l'addition. Et oui, vous allez me dire, il n'y a pas la soustraction. Bah, la soustraction, en fait, c'est une addition, mais à l'envers. Ok. Voilà. Donc en fait, vous retirez moins 4 partout. Bon, en fait, vous ajoutez plus moins 4. Donc je l'englobe dans l'addition. Donc l'addition. En effet, si vous avez quel que soit A, B, C, D dans R, le fait que A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, j'ai le droit de dire
A plus C inférieur ou égal à B plus D. Ok? Ça, c'est vrai. Ok? Le fait de dire que j'ai un nombre A qui est inférieur ou égal à un nombre B et un nombre C qui est inférieur ou égal à un nombre D, bah, la somme des deux nombres A plus C est inférieure ou égale à la somme des deux nombres B plus D. Ensuite, attention, c'est là où les choses se corsent. On va parler de multiplication et en soi division. Donc là, dans le cas de la division, on fera attention par un réel non nul. Hein. Parce que sinon, ça n'a pas de sens si le réel est nul. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe quand on veut multiplier et diviser par un nombre réel non nul. Donc on va dire un réel positif déjà. Parce qu'il y a un autre cas, c'est si le réel est négatif. Dans ce cas-là, je vais déjà écrire la règle pour le produit. Donc on va dire quel que soit AB dans R et lambda strictement positif. Enfin positif d'ailleurs. Ok. Donc quel que soit AB dans R et lambda positif, bah si j'ai A qui est inférieur ou égal à B, cela implique que lambda A est inférieur ou égal à lambda B. Ça j'ai le droit. J'ai le droit dans une égalité de multiplier une égalité par un réel positif et ça change pas le signe de l'égalité. Ok. Ça première chose. Pour la division, bah, c'est le même principe, mais juste il faut faire attention à ce que le réel ne soit pas nul. Donc, quel que soit AB dans R et mu, un réel positif non nul, bah, je vais dire que A inférieur à B, ça implique également que A sur mu, c'est inférieur ou égal à B sur mu. Ok, ça pareil, ça a déjà vu, normalement, vous avez droit dans une égalité de diviser par un réel positif non nul sans que ça change le sens de l'égalité. Ensuite, on va parler de la multiplication et de la division dans le cas où le réel est négatif. Ok? Donc multiplication, division. Hop là. Par un réel négatif. Et après, dans le cas de la division, on précisera juste non nul. Alors, pareil, pour la multiplication, là, il faut faire gaffe. Si vous avez AB des réels et lambda un scalaire cette fois-ci négatif. Alors oui, je dis scalaire, mais en fait, quand je dis scalaire, c'est réel. Hein. Ne vous embêtez pas. C'est juste que bon. Ça, c'est l'habitude de l'algèbre linéaire. Pour parler tout simplement des nombres, on a très souvent tendance à parler de scalaire. Voilà. Bref. Alors, du coup, faites gaffe. Comme je disais, quand on va avoir des inégalités et qu'on va vouloir multiplier par un nombre négatif. Là, comme vous pouvez constater, ça change le sens de l'égalité. Et il en est de même lorsqu'on a AB des réels, mu, donc un réel strictement négatif, parce qu'on ne divise pas par 0 encore. Dans ce cas, le fait que A soit inférieur ou égal à B, ça implique que cette fois-ci, A sur mu, c'est supérieur ou égal à B sur mu. Ok, ça c'est parfait. Donc voici les règles de base sur les inégalités. Maintenant qu'on a vu ces règles de base sur les inégalités, on va donc pouvoir étendre la notion, on va donc pouvoir exploiter au maximum la relation de comparaison que nous avons sur les réels pour pouvoir définir ce qu'on appelle le majorant, le minorant d'une partie, la borne supérieure, la borne inférieure et le maximum et le minimum. Ok? Donc c'est parti mon kiki. Donc on va commencer par définir ce que c'est que le majorant et minorant d'une partie de R. Ok. Bon, majorant et minorant d'une partie de R. Donc on va se donner une partie de R. Donc soit A, une partie de R. Donc c'est-à-dire c'est seulement un morceau de R, quoi, c'est un sous-ensemble de R qu'on va prendre. Et donc on dit que M, grand M, est un majorant de A si, quel que soit X dans A, en fait, je peux dire que X est inférieur ou égal à grand M. Et du coup, on a la même chose pour le minorant. On dit que petit m est un minorant de A si, quel que soit X dans A, en fait, je dis que X est plus grand ou égal à petit m. Alors, vous avez remarqué, j'ai fait attention à bien dire un minorant, un majorant. Parce qu'encore une fois, pour une partie donnée de R, on n'a pas unicité du minorant ou du majorant. Ok?
il va falloir justement attendre la définition de la borne supérieure pour avoir une unicité du minorant ou du majorant. Ok, bravo. Voilà, donc majorant, bah, c'est le plus grand, enfin, c'est le fait que bah, pour tout élément de la partie, bah, on a que ce réel-là, enfin cet élément est inférieur ou égal à la valeur du majorant. Et le minorant, bah, c'est que pour tout élément de la partie, on a que cet élément de la partie est inférieur ou égal à la plus petite valeur. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu ça, je vous propose en second temps de définir ce qu'on appelle bah, le maximum et le minimum d'une partie. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, on se donne une partie de R. Donc soit A, une partie de R. Et cette fois-ci, là, ce qu'on va faire, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, M c'est un réel, et petit m c'est aussi un réel. Hein, ok. Voilà, la définition de la majoration, du minorant et du majorant. Ok. Mais grand M et petit m, évidemment, c'est des réels. J'avais sous-entendu en le disant, mais c'est important quand même à préciser. Ok. Donc, du coup, maintenant qu'on en est là, donc soit A une partie de R. Première chose, on dit que, alors je vais appeler mu, appartenant à grand A est un maximum de A si, quel que soit X dans A, j'ai donc X inférieur ou égal à mu. Et de même, du coup, on va faire même avec le minimum, on dit que gamma, par exemple, appartenant à A est un minimum de A si, quel que soit X dans A, bah, je peux dire que X inférieur ou égal à gamma. Ok. Alors là, s'il vous plaît, il va falloir, on va prendre 7 secondes pour analyser ces définitions-là, parce qu'il y a quand même une différence fondamentale à comprendre entre le maximum et le minimum pour une partie donnée, et entre le majorant, enfin un majorant et un minorant pour une partie donnée. Ok. Bon, en général, c'est pas trop là où vous allez faire la confusion. Ok. Ce sera justement dans la définition qui vient après, mais quand même, je vais un petit peu insister dessus pour que ça rentre. Ok. Pour que ça soit bien rigoureux dans votre tête. Bon, déjà, il vous faut une partie de R. Ok, quand vous voulez définir un majorant et un minorant. De même que quand vous voulez définir un maximum et un minimum, il vous faut une partie de R. Une fois qu'on a dit ça, pour le maximum et le minimum d'une partie, il faut absolument que ce soit pour le maximum ou le minimum, il faut que, tout simplement, il vous faut tout simplement que, bah, en fait, l'élément soit dans l'ensemble. Ok. Et d'ailleurs, là, par contre, le fait que ce soit dans l'ensemble, ça donne unicité. Ok. Et puis après, au niveau des définitions, voilà. C'est assez limpide normalement. Donc, le minimum, et bah, c'est tout simplement la plus grande valeur de la partie, telle que, bah, en fait, quel que soit x dans la partie, on est que cet élément soit plus grand que le maximum. Et le minimum, pardon, du coup, là, c'est l'inverse, c'est que c'est la petite valeur de la partie, telle qu'on est quel que soit x qui soit dans la partie, qui soit inférieur ou égal à la valeur de ce minimum. Ok. Le minimum, il est unique. Le majorant, fait gaffe, il n'est pas unique. Ok. Et donc là, le majorant, ça peut être un réel quelconque. Ok. Tandis que le minorant, enfin, le minorant, c'est pareil, ça peut être un réel quelconque. Mais en revanche, tout ce qui est maximum et minimum, je vais arriver, c'est dans le même ensemble. Ok. Dans la même partie. Et dernière chose, tout à l'heure, je vous ai parlé de minorant et max, et donc de majorant pour une partie donnée. Ok. Mais en fait, il y a des moments, notamment quand on va avoir bossé avec des ensembles, comme je l'ai dit, on va vouloir chercher le plus grand des minorants, ok? Et ben le plus grand des minorants, c'est tout bête, pour une partie donnée, ça s'appelle la borne inférieure, ok? Et dans le temps, du coup, quand on va chercher le plus petit des majorants de la partie donnée, et ben le plus petit majorant donné, c'est ce qu'on appelle la borne supérieure, ok? Et là, faites gaffe, borne supérieure et borne inférieure, bah, c'est pas forcément le maximum ou le minimum. Parce que bah, si vous avez notamment un ensemble qui est à intervalle ouvert, bah, en fait, la borne supérieure ou la borne inférieure, bah, ce sont les valeurs extrêmes. Ok. Et c'est pas nécessairement des maximums ou des minimums. Donc là, on fait gaffe là-dessus, à pas se tromper. Alors, du coup, pareil, on se donne toujours une partie de R pour les définitions de borne supérieure, borne inférieure.
Donc, on va dire que grand M, c'est la borne inférieure. Et là, j'insiste, c'est bien la borne inférieure. Parce qu'il y a unicité, pareil, des bornes supérieures et inférieures. Comme il y a une unicité du maximum et du minimum par une partie donnée. Donc, grand M, c'est la borne supérieure de grand A. C'est en fait, grand M, c'est le plus petit des majorants de A. En fait, c'est le majorant le plus optimal, si vous voulez. Ok. Et donc, on va noter aussi que grand M égale sub de A, de cette manière-là. Petit m, c'est une borne, c'est la borne supérieure de grand A. Si petit m, c'est le plus grand des minorants de A. Ok. Donc là, pareil, c'est une optimisation du minorant de A. Ok. Et j'avais oublié de le dire, mais parce que vous retrouverez ça souvent aussi. Pour le maximum, du coup, mu, c'est égal à max de A, ça se note comme ça. Et pour le minimum, du coup, on dit gamma, c'est minimum de A, ça se note de la manière suivante. Gamma égale min de A. Ok. Bon, je vous propose dans ce temps qui va suivre de pouvoir vous parler des propriétés de la bande supérieure. Ok. Allez, c'est parti. Propriétés de la bande supérieure. Donc là, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on va raisonner avec deux parties de R dans ce théorème-là. Donc, soit A, B, des parties de R. Ok. Donc, A et B, c'est des ensembles ici. Hein. Admettons une bande supérieure. Ok. Donc, on va prendre A et B des parties de R qui admettent une bande supérieure. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va... Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir caractériser la bande supérieure d'un certain nombre d'ensembles. Ok. Donc, tout d'abord, si on veut caractériser la bande supérieure de A union B, bah, c'est égal au maximum entre les deux bandes supérieures. Donc, c'est égal au maximum entre la bande supérieure de A et la bande supérieure de B. Ok. Donc, j'ai oublié de préciser, hein, A et B, ce sont deux parties admettant une bande supérieure. Et donc, première chose, c'est que A union B admet une bande supérieure également. Et donc, on a cette relation-là. Ok. Donc, je répète. Si on a A et B des parties de R qui admettent une bande supérieure, l'union des deux parties admet également une bande supérieure. Et l'union des deux bandes supérieures, bah, c'est tout simplement le maximum entre la bande supérieure de A et la bande supérieure de B. Bon. Pour l'intersection, c'est pas forcément vrai. Que du coup, si on a A et B qui admettent une bande supérieure, bah, on n'a pas de formule évidente pour trouver la bande supérieure de A inter B. Ok, voilà. Une petite chose quand même qu'on peut noter, c'est que si A est inclus dans B, ok, et donc que bah, A et B admettent des bandes supérieures, alors, bah, tout simplement, on a que... Alors, dans ce cas-là, le fait que A soit inclus dans B, bah, on peut dire que tout simplement la bande supérieure de A, elle est inférieure ou égale à la bande supérieure de B. Ok. Ça, c'est bah, la croissance de l'inclusion par la bande supérieure. Ces propriétés-là que je traduis. Ensuite, donc on a vu la bande supérieure pour l'union. La bande supérieure dans le cas où on a inclusion. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand on veut additionner les deux ensembles. Ok. Et bah dans le cas où A et B, ils admettent une bande supérieure, bah dans ce cas-là, A plus B admet également une bande supérieure. Donc, comme ça, donc A plus B admet une bande supérieure également. Et donc ça se démontre assez facilement. Mais la bande supérieure de A plus B, c'est donc bande supérieure de A plus bande supérieure de B. Ok. Si lambda, donc c'est un réel strictement positif. Alors, et que par exemple A, il a même une bande supérieure. On a que lambda A a même une bande supérieure. Ah oui, et après par contre pour le sens réciproque, là, bah il faudrait faire à peu près le même raisonnement mais à l'envers. Ok. Et donc du coup, je disais, si vous avez lambda scalar strictement positif,
on a que l'ensemble lambda A met également une bande supérieure, dans le cas où A met bien une bande supérieure. Et donc, on a que la bande supérieure de lambda A. C'est tout simplement égal à la bande, c'est lambda, fois la bande supérieure de A. Ok? Bon, là, c'est les propriétés de base. Mais après, par contre, dans des DS, il va falloir dégainer une propriété qui est, comment dire, grotesque. Cette propriété, vous pouvez limite vous l'encadrer à la tête, c'est la caractérisation de la bande supérieure. Ok? Cette propriété, vraiment, elle est grotesque et on démontre pas mal de résultats comme ça sur les suites, notamment. Les suites, les fonctions. Et donc, ça, vraiment, à bien garder en mémoire. Hein. Caractérisation de la bande supérieure. Hop là. Donc déjà, caractérisation qui dit, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais ça va forcément être une équivalence, l'énoncé du théorème. Ok? Donc, du coup, on va prendre A, une partie de R. Donc, on va dire, admettons une bande supérieure. Comme ça, on est tranquille. De ce cas-là, le fait que, tout simplement, A, ça soit la bande supérieure de A, qu'est-ce qu'on peut dire? On va pouvoir dire, c'est vrai si seulement si on a que quel que soit X dans A, X est inférieur ou égal à A. Et la deuxième chose, donc là, ça découle de la définition également, c'est aussi le fait que, A, c'est le plus petit des majorants, ok? Donc, ça veut dire que soit epsilon strictement positif, il existe la chose suivante, il existe un Y qui est dans A, tel que, en fait, A moins epsilon, c'est strictement plus petit que votre valeur Y. Ok? Donc, quelle que soit la valeur d'epsilon que vous avez, il existe un certain Y qui est dans A, tel que A moins epsilon, en fait, c'est petit que Y. Alors que Y, c'est pas nécessairement majorant. Ok? Donc ça, c'est la caractérisation de la bande supérieure. On verra dans le chapitre sur les suites que du coup, il y a une caractérisation séquentielle également de la bande supérieure. Mais là, ces propriétés est absolument essentielle à garder en mémoire. Alors, petite propriété, élément supplémentaire, je vais rajouter au niveau de la bande supérieure. Et on va voir quelques cas particuliers. Au niveau de la bande supérieure, là, je vous ai donc montré des propriétés qui se passent lorsque la bande supérieure existe. Mais est-ce qu'on aurait justement une propriété qui nous permet l'assurance de l'existence d'une bande supérieure? Eh bien oui, il y en a une. Donc, théorème d'existence de la bande supérieure. Donc là, pour cela, on va se donner une partie de R. Donc, le théorème dit la chose suivante, c'est que toute partie de R qui est non vide est majorée à une même bande supérieure. Ok, donc du moment où vous avez montré que vous avez une partie de R qui est non vide et qu'en plus elle est majorée, automatiquement et de ce fait, vous avez une bande supérieure. Du coup, ce théorème il est adaptable bien avant pour la bande inférieure. Hein, pour montrer l'existence d'une bande inférieure, il faut que vous montrez dans ce cas que la partie non vide, qu'elle est minorée, et donc de ce fait, elle va admettre une bande inférieure. Maintenant, donc, on va revenir à quelques cas particuliers. Donc, cas des parties de n. Donc là, cette partie-là, elle est complètement admise. Donc, cas des parties de n. Donc là, admis. Tout d'abord, toute partie de n admet un plus petit élément. Ok. Elle admet un plus petit élément qui est tout simplement un minimum. Et donc, dans le cas des parties de n, toute partie de n majorée va admettre un maximum. Ok, il admet une borne supérieure, et en particulier dans ce cas de figure, c'est un maximum. Ok, dans le cas des parties de n. Maintenant, si on étend les résultats sur des parties de z, donc là pareil, c'est admis.
qui a des parties de Z. Et bah, du coup, pour les parties de Z, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, toute partie de Z non vide et majorée amène une borne supérieure et en particulier un maximum. Voilà. Donc ça, c'est deux éléments. Ça, voilà les éléments qu'il faut avoir en plus. Ça peut être pratique de temps en temps d'avoir ces types de propriétés dans les exercices, ok, pour pouvoir les remobiliser au moment qu'il faut. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les propriétés autour de la borne supérieure, bon, on va dire qu'on a presque tout exploité de l'ensemble des nombres réels, ok, de l'ensemble d'ordre que sont les nombres réels. Cependant, quand on va pouvoir parler de nombres réels, on va pouvoir s'intéresser également à sa valeur absolue, ok, du nombre réel. Et donc, il va falloir qu'on redéfinisse proprement ce que c'est que la valeur absolue d'un nombre réel. Parce qu'au lycée, on vous l'a peut-être défini, mais, comment dire, pas très proprement, quoi. Alors, valeur absolue d'un réel. Donc, valeur absolue d'un réel, donc soit x dans R, dans R, pardon, hop. Donc, la valeur absolue de R, de x, c'est tout simple. C'est le réel suivant, c'est le réel positif qui correspond, que l'on note comme ceci, et qui correspond à la distance entre x et 0. Quand je dis distance, bien évidemment, c'est distance au sens positif, quoi. Ok? Donc la valeur absolue d'un réel, c'est rien de plus que la distance à 0 entre x et 0. Ok? Donc typiquement, ça, vous représentez une droite, vous avez 0, vous avez x, et ben la distance que vous avez entre x et 0, qui est celle-là, c'est valeur absolue x. Ok? Bravo. C'est donc la distance entre x et 0. Hop là. De cette définition-là, on va pouvoir en découler un certain nombre de propriétés qui sont essentielles à avoir en tête. Ok, donc propriété de la valeur absolue. Tout d'abord, la première propriété dit la chose suivante. Soit x dans R. En fait, valeur absolue de x ou valeur absolue de moins x, c'est exactement la même chose. Ok, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que vous voulez prendre la valeur absolue d'un réel ou de son opposé, vous vous rappelez plus. Et c'est pas grave. Cette propriété vous dit que c'est exactement la même chose. En effet, ça, c'est une propriété qu'on peut visualiser juste sur une droite. Tu vas regarder la distance qui est entre x et 0. C'est exactement la distance que vous avez entre moins x et 0. Ok. C'est juste qu'il y en a un qui est à l'opposé de l'autre. Mais en termes de distance, vous avez exactement la même distance. Voilà. C'est-à-dire que la distance entre moins x et 0, c'est la même chose que la distance entre x et 0. Deuxième chose, au niveau des propriétés de la valeur absolue, du coup, comme je l'ai dit, la valeur absolue, c'est une quantité positive. Ok. Et donc, du coup, soit x dans R, ça c'est une propriété qu'il faut avoir en tête. Quand au lycée, vous écrivez racine carrée de x au carré. Ok, racine carrée de x au carré. Comme ceci. Et en réalité, ça ne fait pas x. Faut surtout pas écrire que ça fait x, ça fait valeur absolue de x. Parce que typiquement, quand vous voulez faire racine carrée de moins 5 au carré, donc là je vais vous mettre l'exemple, racine carrée de moins 5 au carré, ça typiquement c'est valeur absolue de moins 5. Et donc ça c'est égal à 5. Voilà, donc là faites bien gaffe. Pourquoi qu'on passe par la valeur absolue? Parce qu'en fait, racine carrée, c'est pas défini pour des nombres négatifs. Ok, on ne peut pas avoir racine carrée d'un nombre positif, parce que moins 5 au carré c'est positif, qui est égal à un nombre négatif, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça qu'on passe par la valeur absolue. Ok. Enfin, donc ça c'est pour le produit, soit A, B dans R, et je vais prendre C non nul, tac, juste non nul. Valeur absolue de A fois B, c'est valeur absolue de A fois valeur absolue de B, et valeur absolue de A sur C,
c'est donc égal à valeur absolue de A sur valeur absolue de C. Et donc, on peut démontrer à partir de cette propriété-là la chose suivante. Donc, soit X appartenant à R et donc N en entier naturel. On peut démontrer que valeur absolue de X puissance N, c'est égal à valeur absolue de X, le tout à la puissance N. Voilà. Donc, ceci est l'idée. C'est pas le plus intéressant, mais ça peut être utile parfois d'avoir ça en tête. Donc, ça, c'est pour les propriétés de base sur la valeur absolue. Propriété essentielle, j'ai envie de vous dire, qui va vous servir, qui va vous marquer, vous marteler. Carrément, il faut l'encadrer. C'est l'inégalité triangulaire. Ok? Ça, pareil, vous l'encadrez, vous faites des belles fiches avec ça. Parce qu'en deuxième année, ça sert tout le temps. Inégalité triangulaire. Donc, soit AB dans R. On va voir les inégalités suivantes. Valeur absolue de A moins valeur absolue de B, de tout en valeur absolue comme ceci, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus ou moins B. Et ça, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Ok? Donc là, tout ça pour vous dire, faites gaffe, quand vous avez des valeurs absolues, que vous voulez passer de ça à ça, bah, il n'y a pas égalité. C'est juste une grosse arnaque si vous écrivez ça, égalité. En réalité, il y a une inégalité. Mais il n'y a pas d'égalité entre ces deux cas de figure. Ok, très souvent. Donc, il faut faire gaffe. C'est ce que dit une inégalité triangulaire. Et comme son nom le porte bien, inégalité triangulaire, ça vient des triangles en fait. C'est la fameuse inégalité que vous avez vue dans le 5e, qui vous dit pour construire un triangle, ça découle de ça. Pour construire un triangle, en fait, il faut que la somme des deux plus petits côtés soit plus grande que la longueur du plus grand côté, vous savez. Et ça vient un peu de là, l'idée. Sinon, d'un point de vue vectoriel, voilà. Tac, 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 ouais, je vais essayer de vous le faire comme ça. Pas évident. Hop. Donc, d'un point de vue vectoriel, ça se visualise comme ça, en fait, l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que, en module, le module du vecteur A plus B, que ce vecteur-là, et ou tout simplement la norme de ce vecteur-là, A plus B, qui est le vecteur que j'ai tracé là, est plus petit ou égal à la norme de ce vecteur-là, plus la norme de ce vecteur-là. Ok? Donc, d'un point de vue graphique, ça se voit comme ça, une inégalité triangulaire. Et donc, pareil, si vous avez envie de démontrer cette inégalité, en général, ce qui est plus simple, c'est de démontrer cette partie-là, l'inégalité. Et ensuite, une fois qu'on a démontré celle-là, on démonte celle-là. Ok? C'est plus simple comme ça. Après, bon, là, pareil, je vous laisse libre à vous et à votre imagination pour imaginer d'autres scénarios. Ok? Qui seraient possibles. Bon. Une fois qu'on a parlé d'inégalité triangulaire, deux dernières choses que je vais vous évoquer, et puis ça sera la fin de cette très longue vidéo, mais bien les réels. Comme je l'ai dit, elles réservent beaucoup de propriétés. Tout d'abord, on va tout simplement parler de la fameuse propriété que vous allez pouvoir dégainer comme ça. Pour vous la péter encore une fois, j'ai envie de vous dire, mais ça peut être pas mal quand même d'avoir en tête, c'est le fait que R est archimidien. R est archimidien. C'est quoi ce mot? Bon, en fait, cette propriété-là, elle veut juste dire que N n'est pas majorée. Et donc, comment qu'on la formule concrètement? On va dire que quel que soit X dans R+, étoile, quel que soit Y dans R, il existe un N appartenant à N tel que Nx est supérieur ou égal à Y. Ok? Cette propriété vient juste nous montrer que l'ensemble des antinaturels n'est pas borné. Ok? N'est pas majoré, n'est pas borné. Voilà, donc ça c'est la propriété qui dit que R est archimidien. Bon, honnêtement, je vous dis la vérité, ça sert pas beaucoup, mais c'est bien de l'avoir de temps en temps en exo. Voilà, au cas où si vous avez des petites inégalités avec les ensembles notamment, ou des choses avec des suites, ça peut être pas mal de dégainer ça de temps en temps, mais franchement, bon, c'est pas la propriété qui sert le plus. Donc honnêtement, si vous l'avez pas en tête, c'est pas grave. Par contre, ce qui peut servir, c'est la densité de Q dans R et de Q privé de R plutôt, privé de Q dans R. Bon, comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la densité de Q dans R et la densité de
R privé de Q dans R. Bah, c'est-à-dire que quel que soit AB dans R, bah, en fait, tu peux dire que l'intervalle AB inter, donc Q, est non vide. C'est-à-dire qu'entre deux réels, il existe toujours un rationnel, en clair. Et on peut même aller plus loin. On peut dire qu'entre deux réels consécutifs, l'intervalle entre, il va toujours exister un irrationnel. Ok? Donc ça, R privé de Q, c'est des nombres irrationnels. Hein. Ça, pareil, c'est des résultats qui servent aussi. Ça peut être pas mal d'avoir ça en tête. Notamment, je pense, bah, quand on ferait la continuité des fonctions, dans certains exos, ce genre de résultat, ça peut justement être utile pour vous aider à pouvoir démontrer si une fonction est continue ou non. Ok? Donc ça peut être pratique de garder ça en mémoire. Ça sert. Ok? Voilà. Donc on a fait à peu près tout le tour, tout le panorama, des nombres réels. Donc on a vu toutes les propriétés de l'ensemble des nombres réels. On a vu à quel point c'est magnifique. Maintenant, il faut prendre le temps de les digérer, essayer de les pratiquer le plus possible. Et puis, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences. Alors, petite chose également qui est hyper importante à définir dans ce chapitre-là. Ça va pas prendre beaucoup de temps, mais vous verrez que les exos dessus, par contre, sont pas évidents. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important à définir. On va définir ce qu'on appelle la partie entière d'un réel. Ok? Donc, pour cela, on se donne x un réel. Et donc, du coup, la partie entière de x, ok, bah, voilà. C'est un entier, donc. Que l'on note de la manière suivante. Et l'entier qui vérifie la chose suivante, que partie entière de x est inférieure ou égale à x, est strictement inférieur ou égal, à x plus 1. Ok? Autrement dit, partie entière de x, c'est le réel, c'est l'entier qui précède, c'est l'entier le plus petit qui va donc précéder le réel x, mais tel que, bah, justement, il sera strictement plus grand que l'entier plus 1. Ok? Voilà, qui précède x. Voilà, donc c'est ça un petit peu la définition de partie entière. Vous verrez que dans les exos, partie entière combinée avec un petit peu d'antisymétrie ou de propriété sur les inégalités, ça donne déjà des exos assez tendus. Ok, voilà.